Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous faisons ça tous les jours, au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout. Fatigue. 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 Léonard Anthony, bonjour. Bonjour Vincent Malone. On est au mois de septembre. Vous rentrez de vacances. Comment c'était ? Je rigole parce que c'était pas du tout comme ce que j'avais prévu. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je disais que j'avais cette habitude et parfois ce conseil de dire aux gens n'essayez pas de tout prévoir. Gardez une dose d'improvisation pour vos vacances. Ça vous évitera de vous épuiser à essayer de les organiser. Moi, j'ai découvert un autre aspect de l'improvisation dans les vacances, c'est celle liée aux catastrophes naturelles. Je suis arrivé à Bali en vacances, donc a priori vacances de rêve quand même, c'est à l'autre bout du monde. Le jour où il y a eu un séisme de 6,9 à Lombok, c'est-à-dire qu'il y a quelques kilomètres de là. Et je me souviens encore, quand on est arrivé sur place, on est allé dans le nord de l'île pour être tranquille, peinard et loin des touristes et des attroupements qui sont dans le sud de l'île. Et là, ma femme me dit « Mais c'est terrible, on a réservé 5 jours ici, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ?» Et moi, je lui dis « Mais c'est fantastique, je ne rêve que d'une chose, c'est de m'ennuyer, parce que le reste de l'année, j'ai pas le temps de m'ennuyer. » Et le soir même, on vit notre premier séisme qui fait qu'il va falloir improviser toutes les vacances, gérer le stress des gens qui sont autour de nous, notre propre stress, et démarre une véritable aventure humaine. Avoir un séisme à Bali, c'est ballot. Ballot, les pieds dans l'eau. Donc en fait, vous avez passé des vacances fatigantes. En partie, oui. La première secousse, on était assis à table, il y avait 4-5 familles au bord de l'eau, dans un petit restaurant, et la table se met à trembler dans tous les sens, et moi je regarde ma femme en lui disant « Mais chérie, pourquoi tu secoues la table ?» Et elle me regarde blanche, livide, et elle me dit « Je ne secoue pas la table ». Et là, tout le monde, je comprends que c'est un tremblement de terre, donc on sort du restaurant, et là, la panique s'empare de tout le monde, y compris de moi. Mais disons, peut-être je suis un peu plus armé que la plupart des gens, donc je me ressaisis assez vite, et je me dis « Bon, il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer. » Et là, quelques minutes après, donc là, tout le monde sort les téléphones portables, et là, je dois avouer que les technologies nous sont très utiles pour comprendre ce qui se passe. C'est quoi un séisme de 6,9 ? À l'époque, on nous annonçait 7,1. Prendre la mesure et un quart d'heure d'entendre qu'il y a un tsunami qui est déclaré, et nous, on est quasiment les pieds dans l'eau. Pendant 1h30, on est dans une alerte tsunami. Donc, moi, il m'est arrivé une chose assez extraordinaire à ce moment-là, c'est que j'ai compris, j'étais avec un de mes enfants, le plus petit, ma femme, j'ai compris qu'on allait potentiellement vivre la dernière heure de notre vie. Et je voyais dans la tête de tous ces gens la panique s'emparer de cette panique-là, c'est-à-dire, nous on était pris dans un coin, on est dans une zone où il fallait marcher 30 minutes dans le noir pour pouvoir sortir de la zone à risque, ce qui n'était pas possible. Ce qui était plus possible, et puis si le tsunami arrivait, il pouvait arriver à n'importe quel instant. Et là, j'ai vécu une expérience fondamentale dans ma vie. En quelques minutes, j'ai accepté, mais vraiment en quelques minutes, j'ai accepté l'idée que c'était la fin. Et de là est née toute une autre lecture de ces vacances. C'est-à-dire que je suis allé... Alors, je ne suis pas mort puisque je suis là. L'alerte tsunami a été levée 1h30 après. J'ai compris ce que c'était qu'un tsunami après, parce que j'avais que les images de 2004. Mais de là, j'ai commencé à discuter avec les gens sur place. On s'est réfugié le lendemain dans la montagne. On est allé dans une communauté hindoue, je ne suis pas hindou, qui nous a accueillis et avec lesquels j'ai eu un échange avec un des types qui était sur place, qui est une sorte de moine, et qui m'a dit cette phrase extraordinaire. On a parlé quelques minutes et il m'a dit « Surrender to nature », ce qui veut dire abandonne-toi à la nature. Tu es totalement impuissant. Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est vous, occidentaux, vous pouvez repartir dans votre pays. Mais nous, on habite ici. On ne peut pas quitter le pays et aller ailleurs. Donc, on a décidé de s'abandonner à la nature. Donc, ces vacances qui sont a priori
comme ça, on se dit c'est pourri. Moi, on changeait complètement d'angle parce que je suis allé à la rencontre des gens. Et ça m'a ouvert une perspective extraordinaire. C'est-à-dire, encore une fois, plutôt que de m'épuiser à essayer de courir dans tous les sens, à vouloir repartir, quand j'ai vu que tout l'aéroport était saturé, beaucoup de gens voulaient quitter Bali, moi, je me suis abandonné à la nature. Et je suis allé à la rencontre des gens et du coup, nous avons vécu des vacances qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer, mais qui, en même temps qu'elles étaient fatigantes, au sens où elles ne nous ont pas permis de nous reposer comme nous le souhaitions, nous ont ouvert une perspective, encore une fois, qui est celle d'aller explorer la fatigue. C'est-à-dire d'explorer collectivement avec les Indonésiens, les Balinais, une autre lecture de l'existence. N'essayez pas de tout prévoir. Avoir un séisme à Bali, c'est ballot. N'essayez pas de tout prévoir. Ballot, les pieds dans l'eau. Fatigue. 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 Est-ce que être à l'écoute, c'est fatigant? Oui, surtout quand vous écoutez les vacances de... Je pense que ça m'aurait épuisé déjà, parce que je me rends compte après coup, par exemple, pour analyser un point, que j'ai parlé très vite. Ce qui veut dire que je devais être en train presque de revivre émotionnellement ce que je vous racontais. Donc j'imagine que pour quelqu'un qui entend ça, ça peut provoquer chez certains un stress, et donc ça peut rajouter de la fatigue à celle qu'on essaye d'évacuer. Est-ce que se mettre à la disposition des autres pour les écouter est fatigant? Est-ce qu'on est obligé de faire une sorte de ménage dans sa tête afin d'écouter les autres? J'avais bien compris le sens de votre question, mais Oui, j'ai mais voulu votre faire une réponse diversion. ne donnait pas l'impression que vous avez bien Non, compris ma question, c'est Parce ça que mon problème. ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il y a aussi une fatigue liée à l'écoute, d'une certaine façon, de ses propres attentes. C'était par exemple le cas que je décrivais. Mais maintenant, pour répondre à votre question, c'est certain que de se mettre à l'écoute de l'autre, si on veut le faire avec toute la présence que cela requiert, consomme énormément d'énergie et d'attention. Moi, c'est la raison pour laquelle, quand je reçois peu, et je reçois très peu de gens le même jour. Parce que l'attention que j'accorde au moment où je suis en présence d'une personne, elle demande beaucoup, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je me souviens d'une histoire où une femme, une fois, me demande, elle me parlait, je n'ai rien dit du tout. Moi, je suis assis en face des gens, donc pas comme dans certaines disciplines où on se met dans le dos. Et cette femme me dit, mais monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? Et je lui dis, madame, parce que je vous écoute. Parce que écouter, c'est bien sûr écouter avec l'ouïe, mais c'est écouter avec l'intégralité de son existence. C'est écouter avec l'intégralité de ses sens. C'est ça la présence. Donc oui, ça demande une attention importante. Et j'allais dire, prenez le cas d'une personne qui est dans une entreprise et qui doit manager des salariés, qui tout d'un coup se fait face à quelqu'un qui lui parle, qui vient lui dire, écoute, ça va pas, cette manière de travailler me convient pas, ou l'organisation, ou même tel projet, on fait une réunion, et si la personne est en train de regarder son téléphone portable pour répondre en même temps aux messages qu'elle reçoit, ou qu'elle est distraite, alors elle ne peut pas écouter. On écoute avec tout ce que l'on est. Là, vous me parlez d'écoute thérapeutique. Pas du tout, je viens de vous parler d'entreprise, par exemple. Oui, mais... C'est pas thérapeutique, c'est être là. Enfin, j'ai pas d'autres trucs mieux que thérapeutique. Vous avez quelque chose de mieux que ça à me proposer, par exemple? Non. Bon, Si, okay. je dirais humaine. Voilà. Je pense que c'est vraiment une question humaine. Vous me parlez d'écoute humaine et j'étais en train de m'imaginer quelle était la différence de fatigue qu'il pouvait y avoir entre regarder par exemple une vidéo sur YouTube et écouter un podcast. D'accord. Donc en fait, c'est une séance de marketing. Non, c'est une question que je me posais. Excusez-moi de vous poser les questions que je me pose, mais là, je me demande... Je dirais que le podcast a ceci de particulier qu'il vous enveloppe. Alors ça peut paraître contradictoire ce que je suis en train de dire, puisque on parle tout le temps de la puissance de l'image. Et c'est vrai que l'image a ceci de particulier qu'il va venir capter toute votre attention parce qu'il vous propose, par la force graphique, une interprétation. Le podcast a ceci de particulier
que vous êtes en train, comme quand vous êtes en train de lire un livre, je dirais, vous êtes en train vous-même d'interpréter, puisque vous pouvez l'écouter en regardant un paysage, vous pouvez l'écouter en fermant les yeux. Donc vous êtes enveloppé par une voix ou deux voix, comme c'est le cas aujourd'hui. Et de ce fait, vous allez digérer probablement autrement ce que vous êtes en train d'écouter et d'interpréter totalement différemment. Et c'est ça qui est intéressant dans le podcast. C'est que s'il y a un lien avec la fatigue à faire, je dirais que c'est encore plus une bonne fatigue. L'image nous emmène toujours vers des références d'images. Les gens doivent être beaux, les gens doivent prendre bien la lumière. C'est fatigant de ne pas se contenter d'écouter l'essentiel. Là, vous parlez de la personne qui produit l'image ou de celle qui l'écoute? Parce que là, vous parliez de la recherche de la nouveauté, c'est plutôt côté producteur. Non. Le spectateur aussi cherche toujours ça, finalement. Quelque chose de plus. Je suis d'accord avec vous. Le spectateur cherche toujours de plus parce qu'on lui donne de plus. Tandis que dans le podcast, d'une certaine façon, on fait de moins en moins. C'est-à-dire, c'est presque de la low-tech. Et de là, on peut donner la parole peut-être à l'essentiel. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la personne peut interpréter librement de ce que nous disons? Fatigue. Fatigue. Est-ce que vous pensez que le succès est fatigant? Je pense que le succès était évidemment fatigant parce que de rester, par exemple, si quelqu'un se retrouve en pole position d'un classement, c'est très difficile pour lui de devoir y rester. Et c'est extrêmement épuisant de se dire je dois continuer à être le meilleur, je dois continuer à être au top. Et des fatigues différentes se mêlent là-dedans. Déjà celle de la fatigue concurrentielle, de devoir être là, mais aussi de la pression qui s'exerce. Et puis d'objectifs artificiels presque, qu'on peut commencer à ajouter et de là perdre la sincérité de ce qu'on est en train de faire. Et souvent, quand des personnes viennent me voir, que je reçois, qui sont soit des compétiteurs, qui sportifs de très haut niveau, des artistes, la première des choses que j'essaie de leur apprendre, c'est, encore une fois, au-delà d'être là, comme on en parlait tout à l'heure, je dirais vulgairement, de se foutre du succès, de reprendre cette liberté qu'ils avaient au début de pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à faire ce qui leur plaisait. Et parfois, et très souvent, les gens disent « Oui, vous avez raison, j'ai perdu un peu ça. À force de courir après le succès, à force de me fatiguer pour maintenir ma position, eh bien, j'ai perdu l'essentiel, c'est-à-dire ce pourquoi j'ai commencé à faire ce que je faisais. » Donc, on peut dire que le succès n'est pas souhaitable. J'ai toujours cette métaphore, je dis toujours que l'idéal, c'est d'être le deuxième de la classe et pas d'être le premier. C'est déjà une forme de succès d'être le deuxième. Oui, mais finalement, c'est une image, c'est-à-dire quand on est deuxième de la classe, on n'a pas les problèmes du premier. Fatigue. Dans notre sujet sur la fatigue, il y a une partie qu'on n'a pas abordée. Peut-être parce que vous vous en foutez complètement. Je me fous de beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est la partie économie. Le succès, on dit que c'est un succès parce que ça s'est vendu. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je voudrais vous demander si de votre point de vue, de votre expérience, votre regard sur le monde, cette fatigue qui nous entoure, cette fatigue qui devient de plus en plus omniprésente chez les burn-outés, les machins, les trucs, les écrivains, tout ça, ne vient pas tout simplement de l'organisation économique de notre monde. Alors c'est amusant ce que vous dites parce qu'hier je suis tombé sur une interview d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui est professeur à la London School of Economics et qui disait justement, en peu de choses, je résume son propos, que notre organisation du travail était fausse et ne menait pas à l'épanouissement des individus parce que, globalement, on était encore sur une espèce de précepte judéo-chrétien qui est il faut récompenser l'effort. Et de ce fait, comme il faut récompenser l'effort, on ne cherche pas à récompenser l'épanouissement des individus. Donc c'est toujours travail, travail, travail. Vous vous rappelez de la fameuse phrase « travailler plus pour gagner plus ». Tout ça, à aucun moment on dit où est le bien-être de l'individu. Où est-ce que c'est que de vivre confortablement et heureux. Et de manière paradoxale, il soulevait que la technologie, là où on imaginait il y a 40, 50 ans qu'elle allait aider les gens à travailler moins, à être heureux, à être bien comme il faut, lui il dit
c'est l'effet inverse qui arrive. On crée des bullshit jobs, des tas de boulots à la con pour occuper des gens qui sont profondément malheureux parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire un boulot qui n'a aucun sens, qui ne produit rien de concret et qui remplit des tas de vides qu'on a créés. Et donc, je crois que ça est totalement en lien avec ce que vous venez de dire. Je crois que de plus en plus, c'est la question fondamentale qui touche un peu, d'ailleurs, on parle de la fameuse crise de la quarantaine, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de gens se rendent compte et se disent, mais ce que je suis en train de faire n'a aucun lien avec mes aspirations. Ou très peu. Et donc, ils se disent, mais comment est-ce que je peux faire autre chose? Et donc, il y a un épuisement à pas être à sa place. Et ça, c'est fondamental. Et je crois que notre société gagnerait à essayer, plutôt que d'être uniquement sur une financiarisation de son modèle, de replacer l'épanouissement comme une valeur économique. Mon propos était légèrement différent de celui-là. Il consistait à dire que l'organisation économique primait sur l'idée, quoi. Ça y est, j'ai compris. Mais je pense que c'est pas totalement décorrélé avec ce que je vous disais avant. Par exemple, si je reviens à votre cas, Vincent Maloun, je crois que vous auriez tout à perdre à vous dire, tiens, parce qu'il y a une tendance nouvelle qui est en train de se créer, parce qu'il va y avoir des plateformes de voyageurs, genre Magellan, qui vont se mettre en place, de podcasts, etc., je vais commencer à modifier ma façon de faire. Je vais quitter ma sincérité et donc je vais m'épuiser à vouloir rentrer dans une boîte, dans un schéma qui n'est pas le mien. Et je crois que vous avez plutôt tout intérêt à continuer à faire ce que vous faites dans votre espace qui est le vôtre et de la façon dont vous l'avez défini, que ce soit autour de notre sujet, mais comme d'autres, parce que c'est ça qui va toucher les gens dans le cadre du podcast. C'est-à-dire, on n'est pas en train de leur faire un deuxième YouTube avec des tas de vidéos marketées où il faut être drôle, il faut faire tomber la casserole et il faut convaincre dans les 5 premières secondes à la personne de rester et pas de zapper pour aller sur une autre pub. Ici, dans le podcast, dans la façon dont vous le faites vous emmenez pendant un temps la personne dans un voyage. Eh bien, si vous essayez de rentrer dans une boîte, vous allez vous épuiser et il y a de grandes chances que vous vous trouviez à faire face à une autre fatigue, qui est celle de l'échec. Une passion chez moi. Vous le savez, nous le savons. Je vous laisse le dire. Ça ne me pose aucun problème. Nous la partageons. Léonard Anthony, on a parlé donc déjà du repos éternel, en parlant de Bali. Évité par hasard. Oui, ou pas, on ne sait pas, peut-être on est en train de rêver cette discussion. Moi, je suis pas très compliqué. On a parlé du paradis. On a parlé de l'écoute, on a parlé du succès. Sur quoi pourrait-on se quitter, qui serait la note que vous avez envie d'entendre résonner un peu longtemps dans la tête des gens qui vous auront écouté au cours de ces 7 podcasts? Le nom est moche, un podcast d'ailleurs, disons-le au passage, ça me fatigue de le dire à chaque fois. D'abord, c'est difficile à dire, podcast. Pas simple. Et balado, machin truc, c'est moche aussi. Donc je sais pas, là, voilà. Donc avis aux auditeurs. Voilà, s'il y avait autre chose que podcast, ça serait... Un néologisme, ça serait bien, ouais. Non mais autre chose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est moche, non? Ouais, pod. Oui, c'est moche, quoi. Il faut récompenser l'effort, et de ce fait, comme il faut récompenser l'effort, on ne cherche pas à récompenser l'épanouissement. On crée des bullshit jobs, des tas de boulots à la con pour occuper des gens qui sont profondément malheureux parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire un boulot qui n'a aucun sens, qui ne produit rien de concret, et qui remplit des tas de vies qu'on a créés. Fatigue. 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 Léonard Anthony, sur quoi va-t-on se quitter? Moi, je voudrais rappeler une chose qui pour moi a été une découverte fondamentale, c'est cesser de vouloir combattre la fatigue. Cesser de vouloir la chasser, comme je lis en ce moment tous les articles de la rentrée qui tombent sur le net, qui est les 5 astuces pour combattre la fatigue, pour se débarrasser de la fatigue. Je crois que on a tout intérêt à l'écouter, à aller à sa rencontre pour s'en libérer. Et
en elle se trouve énormément de possibilités pour exister autrement, pour avoir une vie qui soit différente, pour que la vie change. La fatigue est une alliée, c'est pas une ennemie. Et c'est un point fondamental, et je dis pas ça avec légèreté, parce que ça a été, encore une fois même cet été, ça a été ça le point d'ancrage pour moi. C'est quand je me sentais fatigué par tout ce qui nous arrivait, eh bien j'essayais pas de courir, j'essayais pas de m'en échapper, je m'y installais. Et c'est ce qui fait qu'on rentre pas dans la panique. C'est ce qui fait qu'on peut tout d'un coup vivre autrement, s'entendre, s'écouter, entrer en lien et en relation, totalement différemment. Je voudrais conclure avec peut-être cette phrase. Cet été, je lisais beaucoup, je suis retombé dans des écrits d'un philosophe allemand qui s'appelle Hegel, et qui disait à propos justement de l'ancêtre de l'hypnose, qui était un peu un truc magique qu'on appelait le magnétisme animal, le fameux Mesmer, pas le canadien, mais celui du XVIIIe siècle, et qui disait, alors je fais de l'ultra-vulgarisation, il disait qu'en dessous d'un concept qu'il appelait l'entendement, on dirait aujourd'hui l'intelligence, ce qui nous permet de faire du discernement, de dire c'est bien, c'est pas bien, le contraire, eh bien il y a cette couche qui est en lien avec notre capacité à être des êtres animés, donc animalité, être animé, comme des animaux. Et que, d'une certaine façon, d'aller à la rencontre de sa fatigue, de plonger en elle, nous permet d'entrer dans cette couche qui est en dessous de notre intelligence, où il se passe rien, où c'est pas le vide, mais où c'est d'une certaine façon le neutre. Et c'est là que peut émerger un grand nombre de possibilités pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est dans cette partie neutre que vous vous êtes retrouvé au moment où il y avait l'alerte tsunami Bali, vous vous dites peut-être dernière heure, tout ça, vous mettez dans ce neutre-là? Oui, parce qu'au début, comme toutes les personnes, là, quand on sort du restaurant, on se retrouve un peu à ciel ouvert, on est sur la plage. Je suis pas un surhomme, moi j'ai mon cœur qui se met à palpiter. Et j'observe la panique de tout le monde, y compris de mon fils qui a 7 ans, qui lui est paniqué pas à cause du tremblement de terre, mais à cause de la réaction des gens. Et donc je commence par m'emballer. Et immédiatement, je plonge dans la fatigue. C'est-à-dire, c'est là où... moi, j'aime bien me débarrasser des mots. Je trouve que toutes ces terminologies, méditation, hypnose, etc., enferment des a priori. Mais disons que je m'installe dans mon emballement cardiaque pour lui laisser et lui donner la possibilité de tomber. Et je tombe dans ce neutre, voilà, où j'accepte ce qui va se passer et où donc tout devient possible. Où si je devais vivre cette dernière heure-là, je pouvais la vivre. Et ceux qui vous entourent sont pas paniqués de vous voir dans cet état d'acceptation, en quelque sorte? Oh, je crois qu'ils sont dans leur propre panique. Moi, j'ai juste fait régulateur à ce moment-là, dans ce lieu où je voyais... j'ai essayé d'amener les gens à atterrir un peu, et pas pour rentrer dans la même acceptation, parce que je pense que ça demande peut-être un cheminement, mais juste pour qu'ils puissent arrêter de hurler et qu'ils puissent être attentifs à leurs enfants. Mais tout ça s'est passé très vite. En 1h15, on n'était plus dans le tsunami. Mais si on est dans le cadre de la conclusion, je dirais, si chacun peut entrer dans ce neutre, et c'est pas le rien, hein, c'est beaucoup plus, c'est le tout, d'une certaine façon. Je crois même que... Ouais, je peux divaguer 30 secondes, là. Vous couperez si vous le voulez. Mais nous, de loin, on a observé ce qui se passait en France. Et j'ai entendu la démission donc du ministre de l'écologie. Et tout ça, nous, on avait cette espèce de distance-là. Et j'en suis arrivé à la conclusion en disant que, voilà, à force d'être dans l'agitation permanente, à force d'échapper à des choses qui sont essentielles, mais parce qu'on est dans cette agitation permanente, d'une certaine façon, voilà ce qui se passe. Le monde va dans une direction qui me paraît complètement aberrante. Mais parce qu'elle n'est jamais... Chacun des individus qui la constituent peut de moins en moins entrer dans sa sincérité parce qu'il est toujours en train de courir, il est toujours en train de s'épuiser. On parlait tout à l'heure du monde du travail et du reste de nos vies. Mais la seule solution pour pouvoir entrer dans des dynamiques qui seraient plus, de mon point de vue évidemment, ça n'engage que moi, cohérentes, et c'est ce qui m'a semblé être dit par le ministre qui est parti, c'est pour entrer dans ce lien au vivant de plus en plus fort. On n'a pas d'autre possibilité que de commencer par soi. Et donc de vouloir faire des grands plans pour sauver la planète ne peut pas exister si on ne commence pas par s'installer, d'aller dans la direction de ce neutre. Léonard Anthony, merci. Merci infiniment. Votre livre s'appelle Fatigue,
aux éditions Versilles au Flammarion. Vous rappeliez tout à l'heure que c'était intéressant quand on écoute quelqu'un d'être concentré sur la personne, pas seulement sur sa voix, mais aussi sur son physique, tout ça, enfin tout ce qui se passe. La radio, le podcast, c'est la voix. J'espère qu'on entend dans votre voix tout ce que vous avez à nous dire. Et puis je vous dis à bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Fatigue. 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 C'était une émission du Poste Général.